Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette énième rencontre Lille. Et cette fois-ci, on a la chance de recevoir William Navarrete pour son ouvrage Cuba Spleen, qui n'est pas un roman, on va le repréciser tout à l'heure. C'est un récit, mais qu'on peut tout à fait lire comme un roman, tant les événements sont difficiles et romanesques, tant parfois la réalité, et en tout cas la fiction, est plus difficile que la réalité. Il est sorti le 5 mai dernier aux éditions Emmanuel Colas et on reçoit évidemment sa fondatrice, Emmanuel Colas, comme on a le plaisir à chaque fois de la retrouver. Et on va commencer par elle, Emmanuel. Je suis ravi de te retrouver. J'aimerais que tu nous parles de cette découverte, la découverte de cet auteur, puisque c'est le troisième livre qu'il est édité chez toi, après Vidalina et Le Tour du monde en 80 saveurs, écrit avec Pierre Bignami. Comment tu l'as découvert? Parce que véritablement, c'est un véritable style. Il a écrit déjà auparavant, il a écrit une douzaine de livres auparavant. Euh, mais il fallait trouver quand même, il fallait dénicher cet auteur-là qui avait beaucoup de choses à dire. Et c'est le moins qu'on puisse dire en lisant celui-ci. J'aimerais que tu nous parles de sa découverte et de ce qui t'a séduit dans son écriture et son propos. Merci Anthony pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là. Euh, alors, souvent dans la maison, en fait, les livres sont les résultats d'une rencontre. C'est avant tout une maison d'édition comme avant, et une sorte de famille où les gens se retrouvent parce qu'ils ont des choses en commun. Donc, quelque part avec William, quand on s'est rencontrés, ça fait déjà quelque temps, autour de Vidalina, c'était parce qu'on avait quelque chose en commun. Et ça s'est construit au fur et à mesure, je dirais. Donc, la première fois qu'on s'est parlé, il avait déjà publié en France plusieurs livres, dont deux romans chez Stock. C'est vrai que il a eu envie de rejoindre la maison. Nous nous sommes retrouvés autour de cette saga familiale qui, moi, m'embarquait ailleurs, puisque je suis quelqu'un qui est plutôt parti en Est, puis revenu vers l'Ouest, euh, via l'Afrique et puis les Caraïbes. Et puis, j'ai rencontré William autour de Vidalina. Et de cette rencontre, en fait, autour de la traduction, autour du texte, ça parlait évidemment là aussi de Cuba. Autour de Cuba, eh bien, j'ai posé plein de questions. Quand on est éditeur, en général, on a une particularité, c'est qu'on est curieux. Et donc, j'ai posé plein de questions. Je posais tout le temps des questions. C'était pour choisir une couverture, c'était pour plein de choses dans le texte. Je n'achète pas grand-chose, en fait, directement de ce que je lis. Sans doute, c'est le fait d'être historienne. J'embête beaucoup les auteurs. Et donc, je pose plein de questions. Et puis, bien, au travers de Vidalina, eh bien, j'ai rencontré avec William Pierre Bignami. Et c'est vrai qu'il y a eu le Covid, et pendant le Covid, eh bien, c'était difficile pour tout le monde. Et William me dit un jour, ben, écoute, je suis à Nice, coincée avec Pierre, mais j'ai plus envie d'écrire de romans, je sais pas quoi faire, j'en ai marre, je veux pas sortir, on peut plus sortir, je voudrais partir, blablabla. Bla, bla. Et moi, je lui dis, mais que faites-vous tous les deux? Et, et on parle de cuisine. Et c'est comme ça que je lui dis, et si vous nous faisiez tous les deux le tour du monde en 80 saveurs? Voilà, vous faites le tour du monde de là où vous êtes. Et c'est comme ça que ce deuxième texte est paru. Et puis, ils travaillent d'ailleurs tous les deux sur un tour de France qui sortira au mois d'octobre, entre tout ce qui est le terroir et les exportations liées aux cultures différentes, à toute l'histoire de la France, une France du tout monde, je dirais. Et puis, un jour, William m'a dit il avait préparé travaillé sur un texte sur lequel il était, qui sorte de manifeste à propos de Cuba, à propos de la dictature, à partir de tout ça. Et évidemment, le propos m'a intéressé. Et de ce texte est sorti Cuba Spleen après discussion, beaucoup d'échanges. Voilà.
Alors justement, on va peut-être parler de ces échanges-là, mais d'abord, bonsoir William. J'ai failli vous appeler Justine en voyant le petit, Oui, le petit- On il va faut vous se renommer. Je vais vous renommer c'est qui, après. il faut dire qui c'est, hein, c'est assistante Ok, de on discute. technique pour les gens nuls en informatique comme moi. Bon, pas nul en récit, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes traducteur, vous êtes né à Cuba pendant une longue période dictatoriale avant de vous installer en France. On comprend évidemment votre nécessité d'écrire sur un tel pays et sur une telle histoire, mais pourquoi maintenant? Puisque c'est votre premier ouvrage pas romanesque sur Cuba, il me semble, excepté un ouvrage sur la musique cubaine et sur le dictionnaire. Je crois que vous avez fait un dictionnaire également sur le pays. Euh, mais là, c'est véritablement votre histoire familiale aussi à travers votre mère, dont on parlera plus tard. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que la crise du Covid, comme vous le dites aussi, on en parlera aussi tout à l'heure, mais est-ce que c'est ça le déclencheur? Oui, c'était bon, bonsoir et merci Anthony de m'inviter dans ta chaîne, dans ton canal, je ne sais pas comment on appelle ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai toujours milité d'une façon ou d'une autre contre la dictature cubaine, contre toutes les dictatures, ça c'est clair. Aussi d'une façon ou d'une autre, dans mes livres, dans tout ce que je fais, il y a toujours un parti pris politique, évidemment, et que ce soit en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, conférencier, enfin peu importe. Mais je n'avais jamais, évidemment, fait un livre qui depuis le début, ne parle que de ça, de comment on arrive là, à cette dictature, comment on survit là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'échapper, parce qu'en fin de compte, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'échapper. C'est ce que tous les Cubains ont fait pendant 62 ans. Mais le déclencheur a été en partie le Covid, ouais, parce que je commençais à entendre autour de moi par des copains très intelligents, hein, très informés, et même des écrivains, ouais, avec cette histoire du passeport sanitaire, etc., la façon dont on nous empêche de prendre un avion, on est en dictature. Voilà. Alors ça, à chaque fois, ça me faisait sursauter parce que je me disais, vraiment, ils n'ont jamais, même pas vécu une semaine en dictature sous les conditions des ressortissants de cette dictature, hein, pas en tant que touriste étranger qui peut aller au Venezuela ou à Moscou, etc. Non, 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 pas en tant que touriste, en tant que citoyen du pays en question. Et en fait, ça m'a beaucoup énervé. Et j'ai eu la chance, en quelque sorte, je l'appelle chance parce qu'autrement le livre n'existerait pas, d'avoir été invité dans un cercle littéraire, une espèce de salon littéraire à Paris. C'est une historienne qui s'appelle Clémentine Potier-Kaltenbach. Et elle m'avait dit, après une longue histoire, parce qu'en fait, elle m'a envoyé un mail pour m'inviter à un cercle littéraire qui allait avoir lieu, mais qui parlait des trous noirs. Et après s'excuser en me disant, ah, excuse-moi, William, je t'ai inclus sur les trous noirs alors que ce n'est pas un sujet qui peut t'intéresser. Et je lui dis, écoute, ben, les trous noirs, c'est vrai que ça m'intéresse, mais c'est pas. Mais si tu veux, je te raconterai qu'est-ce que c'est une dictature. Je lui dis un peu en blaguant. Il m'a dit, ah, c'est génial. Tu vas être les prochains orateurs de notre salon littéraire. Du coup, je me suis senti obligé, en quelque sorte obligé à préparer bien la chose. Mais une chose, c'est parler comme ça avec un copain ou le raconter avec des amis ou avec une autre chose, c'est raconter la dictature cubaine. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est là où j'ai préparé ça comme si j'étais à la Sorbonne quand j'étais étudiant avec les petits fiches et tout. Et du coup, j'ai fait mon exposé pendant 1 heure et quelques. Et à la fin, tous ces gens-là, brillantissimes, de l'intelligentsia parisienne, certains directeurs de grandes institutions, etc., ils étaient tous bouche bée. Ils ne s'imaginaient pas que ça existait, que ça pouvait exister, qu'on pouvait vivre sur un truc pareil.
Et en plus, je le racontais un peu avec de l'humour, parce que c'est ma nature cubaine, c'est là qui sort la, l'identité en quelque sorte. Et c'est à la fin que cette amie, Clémentine, et sa sœur, qui est aussi écrivain et historienne, Lorraine, m'a dit, il faut absolument que tu fasses un livre, parce que on n'imagine pas, même si on a toujours entendu parler des dictatures, de Fidel Castro, des anciens pays d'Europe de l'Est, ça, les jours après jour, les quotidiens, la vie quotidienne, on ne l'imagine pas. On ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Il faut absolument que tu fasses un livre, mais qu'il ne soit pas très long, ne dépasse pas les 180 pages, mais que ce soit quand même un tout petit peu percutant parce que ça va raconter ta vie. Et c'est sous cette impulsion-là que je l'ai fait et j'ai eu la chance qu'Emmanuel l'a accepté. Parce qu'en fin de compte, n'étant pas un roman, je me suis dit, je me suis embarqué dans une histoire un peu, un peu dans le flou. Je ne savais pas si ça allait plaire, si ça pouvait entrer dans la collection, etc. Et voilà comment nous sommes arrivés là. Avant de rebondir sur ce que vous venez de dire, en effet, j'aimerais qu'on parle de cette entorse, entre guillemets, au catalogue Emmanuel Colas. Alors, c'est pas forcément une entorse parce que ce n'est pas la première fois qu'il n'y a pas de roman, il y a de la poésie, il y a des ouvrages tels que le dernier de William sur le Tour du monde en 80 saveurs, mais quand même, là, c'est un récit personnel et historique. Alors évidemment, l'histoire, Emmanuel, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ta tasse de thé. Mais est-ce qu'on appelle ça une entorse à un catalogue tant le sujet était puissant? Comment vous avez travaillé la matière tous les deux? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez travaillé le texte de manière à ce qu'il soit aussi peut-être un petit peu plus romancé, mais en réalité, il ne l'est pas forcément. Mais comment vous avez travaillé ensemble? Oui, alors en fait, pour moi, ce n'est pas une entorse parce que même si je vais vers le roman le plus souvent pour parler du contemporain, il peut arriver qu'on se trouve devant un texte qui ne peut pas entrer dans ce genre-ci. Puis par ailleurs, je me suis dans le passé, au-delà de la maison d'édition Emmanuel Colas, il y avait les éditions Galahad et je sais que je peux passer d'un genre à l'autre. Mais la matière que j'avais au départ, ce qu'avait écrit William, était une sorte de manifeste qui, d'ailleurs, le livre a été retourné vraiment complètement. J'ai mis des débuts à la fin, de la fin au début. Le pauvre, à un moment, il m'a dit, mais je ne veux pas y arriver, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ce que je cherche, je trouvais que le sujet m'intéressait. Le sujet entre complètement dans la ligne éditoriale. On est vraiment dans le politique, on est dans l'intime. Pour moi, c'est la ligne éditoriale et on est dans la littérature, dans le sens où il y a une sorte on raconte une histoire qui est bien celle-ci, mais le fait de la raconter, on n'a pas affaire à un historien qui va vous donner des sources, etc. Mais c'est un récit. Un récit, pourquoi pas un récit plutôt qu'un roman, ça pose pas de problème. Le tout, c'était de trouver une manière de le donner aux Français pour que on entre directement dans le texte. Et c'est là où je suis le plus intervenue, puisqu'en fait, je suis allée chercher, en lisant le texte, le moment où on entre dans l'histoire de William. Et pour moi, une fois que j'avais trouvé le fil qui nous permettait d'avancer et de dérouler tout ce qu'il avait écrit, on a vraiment travaillé ensemble. D'ailleurs, Justine y a été beaucoup associée. Elle a travaillé beaucoup avec William au début. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à, de temps en temps, et je le fais dans beaucoup de textes, avoir une vision globale et tout d'un coup de chercher le fil qui permette à n'importe quel lecteur d'entrer dans un texte qui pose à la fois les questions sur l'intime de l'individu par rapport à la communauté et puis du politique et comment on le raconte. Donc, et ça, c'est l'historienne qui parle. Donc, vous voyez, je travaille vraiment avec ce que je suis et la manière dont je lis et dont je pense, parce que je crois que fondamentalement, je pense d'abord en historienne
puis après en, en éditeur, et puis je pense, comme vous tous, en citoyenne, c'est-à-dire que comment on raconte une histoire. Et donc, voilà, donc ce n'est pas une entorse par les thématiques, par tout ce qu'on est, ça a du sens. Et ça n'est tellement pas une entorse que si William nous raconte finalement Cuba comme une des républiques, ou en tout cas une expérience du soviétisme à l'ouest, il se trouve que dans la rentrée littéraire, je vais publier un roman d'un auteur géorgien et qui parle des choses identiques, mais à l'autre bout. Celles qu'on a mieux connues et qui ont fait tomber d'ailleurs les républiques soviétiques, mais bon, il y a toujours des choses qui existent. Et j'ai trouvé, c'était étonnant de travailler d'abord sur Cuba avec William, et là de travailler avec Iva Pezouashvili sur la Géorgie. Il y avait tellement de choses qui se faisaient écho que voilà, c'est juste trouver la bonne voie pour dire les choses qui s'accordent avec l'expérience, la légitimité, ce qu'est l'auteur et comment il veut le dire. Là, en l'occurrence, comment il voulait le dire, comment il réagissait aussi par rapport à la France, aux Français, et donc de respecter son projet, mais de lui trouver eh bien, la forme idéale. Et c'est comme ça qu'on est allé là. Faut pas, jamais, je pense que jamais un éditeur ne doit rester enfermé dans l'idée de, voilà, moi je publie des romans et pas des nouvelles. Rappelez-vous, pour Selahattin Demirtas, j'aurais adoré qu'il m'écrive un très bon roman. Il m'a sorti des nouvelles, et bien j'ai publié des nouvelles. Voilà, et c'était important. Et c'était la ligne éditoriale aussi. Important de ne pas s'attacher au genre, oui. Euh, William et Emmanuel, c'est une question qui s'adresse à vous deux, mais comment vous expliquez que la France ne soit pas au courant, entre guillemets, de tout ce qui s'y passait réellement? Est-ce que c'est... On entend souvent des hommes politiques, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui se revendiquent parfois de Fidel Castro. Euh, il y a quand même des effluves cubaines au sein du socialisme ou de l'extrême gauche aujourd'hui. Mais pourtant, la majorité des Français, en tout cas à mon sens, devra, à mon avis, rester ébahi par votre roman, par votre récit, pardon, lapsus, sera ébahi par la multiplicité des informations qu'on y trouve, la multiplicité de choses totalement lunaires en réalité. Aujourd'hui, en 2023, on a du mal à imaginer qu'une telle époque ait pu exister et que de telles interdictions, de tels faits ont pu exister. Et comment vous expliquez qu'en France, on soit passé à côté, presque en tout cas, excepté les grands événements, qu'on soit passé à côté de cette dictature extrêmement puissante? Je réponds, Emmanuel Non, veut... c'est à toi de répondre. Bon, ben, écoutez, il y a quelque chose d'incroyable. En espagnol, il y a un dicton. Le dicton dit, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, celui qui ne veut pas voir, même quand vous le mettez devant l'évidence, quand vous le montrez la chose, il dit, je ne vois pas, je ne la vois pas, ça ne m'intéresse pas de la voir. Pourquoi? Parce que ça porte atteinte à sa conception du monde, à ses idées préconçues, à ses petites affaires. Voilà, c'est surtout une question de petites affaires. Et avec Cuba, il s'est passé quelque chose, tout le monde a quelque chose plutôt romantique, plutôt personnel, plutôt vu depuis les points de vue des Européens, une certaine condescendance aussi. C'est voilà, les pauvres Indiens, les pauvres Caribéens, les pauvres là, ils sont un peu, ils ont essayé de faire quelque chose contre les États-Unis. C'est bien, ils ont tenu la gueule aux États-Unis, ils ont fait un bras d'honneur. Il y a des petits intérêts toujours qui se placent du point de vue des expériences personnelles. Et là, tout de suite, on fait une amalgame extraordinaire dans laquelle on finit par justifier pratiquement tous les dérives du totalitarisme cubain, parce qu'il s'agit d'un État 100% totalitaire. Donc, certains trouvent aussi sympathique les gens. Donc, c'est un pays qui est sympathique. Les gens sont très sympas, ils ont beaucoup d'humour. Et la danse est superbe, la musique est superbe, le pays est très joli, l'architecture est fantastique, le climat est béni de Dieu,
la façon dont s'est placé au centre du monde, entre le nord et le sud, on appelait Cuba la clé du nouveau monde, parce que pour entrer au nouveau monde, il fallait passer par là. La Havane était le port le plus important de toute l'Amérique, même avant New York. New York n'existait même pas, etc. Et en plus, avec une culture très mélangée, où il y avait les influences africaines qui venaient évidemment, hélas, de l'esclavage, mais aussi les Espagnols qui étaient déjà fort mélangés avec les Arabes et avec les 8 siècles de présence arabe dans la péninsule ibérique, plus tous les rejetés des sociétés européennes. Il y avait tout à l'Havane, il y avait des Français, des Allemands. Cuba est un pays qui n'a pas cessé de recevoir du monde pendant 4 siècles. Et l'identité cubaine est faite de ces énormes pêle-mêle, de cette diversité que maintenant on parle ici comme de quelque chose d'extraordinaire, mais qui était déjà à l'heure du jour au moment de presque en 1492, je dirais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le communisme? Un bon jour, ça arrive et du coup, par malchance, hein, on avait eu un dictateur avant, parce que nous, on les collectionne, les dictateurs. On en a eu plusieurs. C'est un pays qui, malheureusement, a donné beaucoup de choses, mais politiquement, les Cubains, on ne peut pas dire le contraire, ils ne sont pas très mûrs. Donc, on avait un dictateur, Batista, qui n'était pas aimé, qui avait donné un coup d'État en 1952, et d'un coup, on reçoit un messias, une espèce de messie, et c'était Fidel Castro, qui allait complètement changer la donne et qui allait nous libérer finalement de cet affreux personnage qui avait donné un coup d'État et qui finalement ne restait au pouvoir que 7 ans, hein, parce que Batista était entre 1952 et 1959. Et du coup, tout le monde était à ses pieds. Tout le monde était à ses pieds. En plus, tous ceux qui ont fait la révolution avec lui, c'était plutôt beaux gosses. Et ça jouait beaucoup. À chaque fois qu'on faisait des photos avec le Che, Camilo, tous ces gens-là, ils étaient très beaux. Hein? C'était des beaux mecs. En plus, avec la barbe, ça faisait latino, ça faisait charmant. Il y avait toute une histoire là, mais vraiment, on aurait dit que les gens étaient plutôt enchantés par le côté sensuel de la révolution que par une autre chose. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec quelqu'un dont l'intention, c'était vraiment de ne pas lâcher le pouvoir, de briser toute initiative d'opposition, de se débarrasser de tout celui qui n'était pas d'accord avec lui. Et c'est là où je me suis dit, il fallait raconter quand même cette histoire. Et on revient toujours à la même idée. Pourquoi en France, d'autres pays, pourquoi il y a eu cette complaisance? Pourquoi il y a eu et en fin de compte, il y a plusieurs raisons. La première, parce que l'Europe a toujours essayé de se placer vis-à-vis des États-Unis, évidemment parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui sont très importants. Quand vous avez une entreprise comme Bouygues qui est très implantée à Cuba et qui construit des hôtels pour que les militaires cubains puissent exploiter ces hôtels, avec les groupes Accor aussi, ça, on ne parle plus d'idéologie, on ne parle plus de principes, on ne parle plus de pureté, on ne parle plus de solidarité, on ne parle plus de démocratie, on parle fric. Et c'est partout pareil, que ce soit au Mexique, que ce soit dans des pays où il y a de l'énorme corruption comme au Venezuela, etc. C'est l'idéologie de l'argent. Donc là, d'un côté, on a ça, et puis après, on a tous les nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas vécu vraiment, parce qu'aucun d'eux a vécu à Cuba au moment où la révolution cubaine était en plein essor, mais qui le regardaient depuis l'Europe avec envie d'implanter ici un modèle pareil, justement parce qu'ils n'ont jamais vécu. Parce que s'ils l'avaient vécu ne serait-ce que 2 jours de leur vie, ils auraient changé tout de suite, je dirais même des caps. Mais pour l'instant, il est très agréable comme on dit en espagnol, de nager en dehors de l'eau. C'est-à-dire qu'en dehors de l'eau, tout le monde nage très bien. Vous n'avez rien à faire, vous flottez tout seul. Donc, il faut quand même aller là-bas et essayer l'expérience cubaine, la vivre au jour, la vivre comme un citoyen cubain, pour rapidement changer d'idée. Chose que pas grand monde a fait, malheureusement. Donc, entre la nostalgie, la méconnaissance, l'ignorance, la complaisance
cette espèce de paternalisme en pensant en pays pauvres du tiers-monde, voilà, etc., etc., et la haine des États-Unis, ça y est, les cocktails Molotov, beaucoup de gens vont se parmi les adorateurs du régime. Voilà. Comment vous expliquez justement, c'est intéressant, l'argument de l'argent, puisqu'en effet, il traverse tout au long du livre, avec la corruption notamment. Comment vous expliquez ce que ce pays-là a fondu devant le prisme de l'argent, le prisme du profit, alors que logiquement, sa doctrine était totalement à l'inverse. Comment on Parce explique, alors que d'autres pays aussi, à cette époque-là, ont pu succomber à l'argent, au capitalisme, sans tomber dans cet excès-là? C'est-à-dire qu'il faut faire attention. À Cuba, c'est quand même le régime, c'est 62 ans. Donc, tout au long de 62 ans, il y a eu différentes périodes. Jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin, et Cuba est resté assez pur, hein. Les étrangers ne venaient pas, il n'y avait pas de tourisme, les touristes étaient presque bannis. Les seuls étrangers occidentaux qui allaient à Cuba, c'est parce qu'ils venaient en mission technique ou en mission diplomatique ou parce qu'ils avaient quelque chose à faire par rapport à leur travail. Mais un touriste en tant que tel n'avait pas. C'est à la chute du mur de Berlin, quand Cuba, le gouvernement cubain surtout, a perdu le subside soviétique, cette aide énorme que l'Union soviétique fournissait à l'île et que le pays de l'Est, par le CAME, qui était l'institution qui groupait tous les pays socialistes d'Europe de l'Est, et quand ils ont arrêté l'aide, parce que finalement, ils ont changé de direction, et avec la perestroïka d'abord, et ensuite avec la fin de la période communiste, c'est là que Cuba a dû, le régime cubain, encore une fois, Fidel Castro a dû ouvrir le pays au tourisme. Et c'est là que les Occidentaux, finalement, ils ont découvert ce pays qui était resté fermé pendant 30 ans. Donc, et c'est à partir de là où tout s'était frité, où ils ont gardé les structures, les squelettes de la chose, mais là, c'était la plus grosse hypocrisie. On s'est rendu compte que tout ce qu'ils voulaient à tout prix, c'est garder le pouvoir, garder l'emprise sur la population et qu'ils n'avaient rien à faire de leur sort et non plus de leur détresse et encore moins de leurs moyens de survie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte finalement que c'était de la grande hypocrisie parce que les amis d'avant étaient devenus les ennemis. Et je m'en souviens parfaitement à l'époque où Gorbatchev est allé à Cuba, j'étais allé, parce qu'on était obligé d'aller recevoir les présidents de tous les pays qui venaient, chose qui était inouïe. On venait vous chercher avec un petit drapeau, il fallait se mettre au bord du trottoir et comme un imbécile, agiter ce drapeau pendant toute la journée jusqu'à ce que l'avion arrive. Parfois, l'avion il arrivait avec 10 heures de retard, mais on était là en plein cagnard avec les petits drapeaux en papier, parce que pour ça, il y avait du papier. Hein, pour autre chose, il n'y avait pas de papier. Et finalement, Gorbatchev, il a dit à Castro, bon, il faut changer. C'est évident. Le système, il est complètement... il prend de l'eau partout. Et le système soviétique, l'expérience qu'on a vécue, on l'a vécue, mais maintenant, il faut faire autre chose. Et là, Castro, il est allé même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Avant, vous savez, à Cuba, la presse qu'on trouvait la presse étrangère qu'on trouvait dans les kiosques, c'était Pravda, il était Sputnik, une espèce de sélection du Reader's Digest, mais en version ours, Micha, etc. Et donc, c'était l'horreur d'ailleurs. Mais bon, et du jour au lendemain, on a ramassé, on a interdit, on a enlevé toute la presse et tous les choses qui rappelaient qu'il y a eu un bloc de l'Est et qu'il y a eu des pays communistes de l'autre côté du rideau de fer. Donc, avec quelle rapidité cet homme était capable de changer, de se renouveler, de tromper encore une fois son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça faisait déjà 30 ans qu'il était au pouvoir, et bien, il voulait rester 30 ans de plus. C'est simple. C'est ce qui s'est passé en réalité. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'au-delà de l'histoire, vous faites intervenir des intellectuels et notamment des écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains dans ce livre, de Carpentier à Barbus, de Robert Desnos également. Mais il y a aussi Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et notamment cette phrase hallucinante aujourd'hui de Simone de Beauvoir, et je la cite, en 1960,
Je m'étais fait de la révolution cubaine une idée extrêmement favorable, mais au bout de 8 jours, au bout d'un mois, mon jugement était plus favorable encore. Et elle ajoute à propos de Fidel Castro, en vérité, il n'a rien d'un démagogue, jamais il ne parle pour le plaisir de s'entendre, jamais il ne parade, il n'y a pas chez lui le moindre narcissisme. Alors évidemment, peut-être qu'il faut contextualiser, mais encore, vous avez sursauté dans le livre d'ailleurs, de quoi tomber raide, vous dites. Est-ce qu'on peut contextualiser une telle phrase? Est-ce que à l'époque, on était sans les réseaux sociaux, sans la presse, sans la communication? Est-ce qu'il y a besoin de contextualiser une telle phrase à l'aube aujourd'hui, ou si un intellectuel français disait la même chose du régime nord-coréen, serait vilipendé tout de suite? Quel est votre sentiment par rapport à cette phrase et Bon, par par rapport rapport à ces intellectuels français de l'époque, vous savez, la plupart des gens ne trahissent jamais leur camp. J'ai une amie, j'ai compris ça dans la vie quotidienne, hein, avec une amie qui était députée. Elle avait toujours été députée à l'époque. Il n'existait pas la République en marche, hein, c'était la, les républicains purs et durs, un peu le parti de droite classique. Et au moment donné où je lui dis, ben écoute, apparemment, il y a de nouveaux partis qui sont nés, l'ancienne division ou l'ancienne répartition française de communistes, socialistes, droite, extrême droite, c'est fini. Maintenant, il y a plein de partis, donc tu ne vas pas voter quand même les républicains, puisque finalement, il paraît qu'ils sont que 2% par rapport à la République en marche, par rapport aux autres. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, on ne trahit jamais son camp. Et là, ça vient de quelqu'un du monde politique. Alors, je dis, voilà pourquoi Sartre, Simone de Beauvoir et tous ces gens-là, ils n'ont jamais trahi leur camp. Ils ne voulaient pas, parce que c'était en plus, c'était leur fonds de commerce. Il faut le dire aussi. Je ne dis pas pour cela que Sartre est un grand bourgeois et que parce qu'en fait, apparemment, il n'était pas vraiment, même s'il avait l'allure. Mais et en fin de compte, ils ont décidé de rester fidèles à leur principe, de ne pas donner leur bras à tordre. Et ça, c'est bête, parce que je dis toujours aux gens, on a le droit de changer, on devrait changer constamment, et c'est même intelligent de changer quand il faut changer, quand il faut vraiment assumer les erreurs et dire on s'est trompé, ou on était d'accord jusqu'à ce point-là, mais maintenant il y a une fracture, c'est plus qu'on pensait. Mais non, ils ont voulu rester là et évidemment, parce que des témoignages, il y en avait. Ce n'est pas les Cubains les premiers. Des témoignages de l'Europe de l'Est, de Goulag. Mais ça s'est passé à chaque fois pareil dans l'histoire, hein, avec les camps de concentration nazis. Comment on justifie ça de nos jours? Ah oui, mais on ne savait pas. Oui, on savait, mais on ne voulait pas entendre. Et c'est ça, c'est suivant ça, c'est la chose. Ne pas vouloir entendre parce que c'est plus confortable par un accord tacite d'accepter la mouvance dans laquelle on se sent parfaitement à l'aise. Et donc, pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas chercher à savoir plus par commodité, peu importe par quoi, et pour quelle raison, par fidélité avec quelqu'un qui vous a peut-être injecté cette dose d'une idéologie quelconque, comment s'appelle, vos pères spirituels, disons, les gens qui vos enseignants, etc. Et vous ne voulez pas changer, vous préférez. Et ça, à chaque fois, c'est pareil, c'est pas nouveau. C'est pas exclusif du cas de Cuba, c'est exclusif de la bêtise humaine. Alors, je rebondis sur cette notion peut-être de pardon. Vous écrivez, page 73, à chaque fois que je pense à tout ce qu'ils nous ont fait subir, je sens monter en moi dégoût et mépris. Pardonner, c'est certes salutaire, mais à condition que le coupable accepte de faire son mea culpa. J'attends encore leurs excuses. Est-ce que vous êtes toujours dans ce sentiment-là d'impunité totale, ou en tout cas, vous dites de dégoût et de mépris, ça on comprend totalement, mais comment vous situez-vous par rapport à ces 30 années où vous n'êtes pas revenu à Cuba, on en parlera juste après, euh, comment vous sentez-vous par rapport à tous ces méfaits? Bon, pour l'instant, j'attends encore des excuses, mais vous savez, on va les attendre toute la vie.
Parce que je pense souvent au cas de l'Espagne avec le franquisme et avec Franco, le dictateur. Il est resté au pouvoir 40 années, 40 et quelques années. Eh bien, et à la fin, il y a eu une transition, il y a eu une démocratie qui n'était pas évidente. Hein. Ça a failli finir en coup d'État, mais finalement, les Espagnols, ils ont finalement rattrapé l'Europe pour leur grand bien. Eh bien, il a fallu attendre 30 et quelques années pour qu'en Espagne, on fasse ce qu'on appelle une loi de la mémoire historique et qu'on déterre Franco et tous ces gens-là de la fameuse balai des héros du côté de l'Escorial. Donc, vous voyez, 30 ans pour que quelqu'un surgisse pour dire, pour faire le procès de Nuremberg espagnol. Ça n'était jamais fait. Voilà. Et encore à l'heure actuelle, ça s'est fait, mais je considère que c'est une façon tiède par rapport à l'horreur que ça a été la dictature, le franquisme, la guerre civile, la façon dont ils se sont entretués, etc. Et quel meilleur exemple en plein cœur de l'Europe que celui de l'Espagne. Donc, finalement, Cuba, petite île des Caraïbes, lointaine, sans grandes ressources économiques. Son seul intérêt, c'est presque idéologique parce qu'il est placé là, géographiquement parlant, dans un endroit très stratégique entre le nord et le sud, mais en dehors de ça, il n'y a plus rien à tirer. Donc finalement, les mea culpa de ceux les responsables de cette hécatombe, de cette catastrophe, de cet échec évident, je ne l'entendrai jamais. Ils vont mourir avant. Ils vont mourir avant. Ces enfants, ils vont dire, moi, je ne suis pas responsable, je suis l'enfant de Fidel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu es responsable de que ton père soit comme il est? Non, on n'est pas responsable de nos parents, ou des actes, ou des gestes de nos parents. Donc, finalement, les mea culpa, je crois qu'on ne l'aura pas. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être changer le nom de places, remettre les noms anciens de tout ce qui nous ont changé pendant des années et essayer de peut-être rendre la mémoire à ceux qui sont morts dans l'anonymat total et qui sont les vrais héros de cette longue période de ténèbres. Sachant qu'en France aussi, on a attendu encore plus de Ah oui, 30 ans pour l'origine des Gilets exactement, il a fallu pas aller très loin. Hein. Qu'est-ce qu'on a entendu ici pour savoir qu'est-ce que c'était les gouvernements de la zone occupée, quand même. Sandra. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir William, Emmanuel et Justine. Vous disiez, William, tout à l'heure que Cuba, pardon, collectionnait les dictateurs. Alors déjà, c'est une phrase très très forte. En fait, j'ai deux questions en une. Est-ce que vous regrettez, vous, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous qui parlent sur le sujet, puisque les autorités le font peu et vous le regrettez à l'instant, vous en parliez. Et comment vous expliquez que votre peuple, de manière générale et dans l'histoire, n'ait pas davantage réagi finalement à ces dictatures successives? Est-ce que, enfin bon, après, on comprend hein, par l'oppression et la terreur hein, qui sévit à ce moment-là, mais est-ce que ça s'explique aussi peut-être culturellement dans le peuple cubain? Voilà ma question. Je pense que c'est quelque chose dans la tradition hispanique. Ça s'appelle, d'ailleurs, le terme vient de l'espagnol, le caudillo. Caudillo, c'est un terme espagnol. Et le caudillo, le caudillisme, c'est connu dans l'Amérique latine. Cuba, c'est le dernier pays à s'être libéré de l'Espagne, très tardivement, en 1898. Les autres pays qui ont accédé à l'indépendance vers les années 1820, ils en ont eu aussi tout un chapelet de dictateurs, mais avant nous, parce qu'évidemment, ils ont été indépendants 80 ans avant nous. Donc, forcément, dans leur temps, ils ont eu aussi des tas de dictateurs, comme nous, on l'a eu après au XXe siècle. Mais nous, on avait quand même presque un siècle de retard par rapport aux autres républiques latino-américaines. Et ça, c'est numéro un. Et numéro deux, oui, non, le peuple, à chaque fois, Cuba réagit contre le dictateur, parce qu'en 1917, lorsqu'il y a un président qui s'appelait Menocal, qui a voulu faire un troisième mandat, c'est le peuple qui a empêché qu'il fasse un troisième mandat. Et après, avec Machado, dont je parlais justement parce que Anthony rappelait Robert Desnos, parce que Robert Desnos était à l'époque de Machado à Cuba. Pareil, il y a une révolution en 1933 qui a chassé Machado
du pouvoir et Machado est fini à Miami. D'ailleurs, il est enterré à Miami parce qu'il voulait aussi une troisième mandat et changer la constitution. Après, on a eu Batista qui a fait un coup d'État en 1952 et on l'a chassé aussi. La seule chose, mais pourquoi on a pu le chasser? Parce que malgré tout, la liberté de presse, elle n'avait pas été touchée. La liberté économique n'avait pas été touchée. La propriété privée n'avait pas été touchée. Il y avait une classe moyenne, il y avait une bourgeoisie, et c'est toujours les bourgeoisies en Amérique latine qui ont mené la révolution. D'ailleurs, en mai 68, c'était le fils à papa du 16e arrondissement, plus ou moins. Donc, dans tous les pays, c'est pareil. Ça vient de gens qui ont le temps de pouvoir philosopher et de pouvoir et se dire, tiens, on va changer le monde parce qu'on a le temps, parce qu'on a l'argent et on a les possibilités de chasser celui qui est au pouvoir pour voir si on arrive à s'imposer soi-même. Je le dis un peu cyniquement, mais l'histoire, j'en ai des tas d'exemples comme ça. Et forcément, ce qu'on ne peut pas chasser, et voilà la difficulté, c'est un régime communiste. Parce que si on regarde comment s'était passé en Europe de l'Est, qui a changé la donne? C'était le gouvernement de Gorbatchev, c'était la perestroïka, c'était les mêmes, les pécus qui avaient à l'époque décidé de changer les choses. Parce que autrement, si ça ne venait pas du gouvernement même, si ça ne venait pas du haut, on serait encore à cette période-là. L'Union soviétique serait encore l'Union soviétique. Parce que ce n'est pas le peuple russe, le peuple soviétique de l'époque, qui a fait marche arrière. C'est la clique au pouvoir qui a décidé de changer le cap. Mais un régime communiste, vraiment, qui a été renversé par son peuple, le seul cas, et encore, je le mets un peu en doute, par la facilité des choses, c'est la Roumanie avec Ceausescu. Quand, sur la place, tout le monde a commencé et que finalement, il a fini comme il a fini. Mais pourquoi? Parce que tous les autres pays avaient déjà changé et il était presque le dernier survivant avec l'Albanie. Mais sinon, ce n'est pas le peuple et jamais, nulle part où il y a eu un régime totalitaire communiste, c'est jamais le peuple qui peut en finir. Pensons à Tiananmen, pensons à la Corée du Nord, pensons au Vietnam même, par exemple, où, certes, c'est une économie de marché style asiatique, où tout le monde, plus ou moins, arrive à avoir une espèce de bien-être économique parce que finalement, c'est un peu calqué du système capitaliste en gardant tous les mythes des systèmes communistes, mais nulle part, je ne connais un seul pays où le peuple a réussi à chasser un régime totalitaire communiste ou soi-disant communiste, parce que le communisme en tant que tel, on ne l'a jamais instauré nulle part. Est-ce que tout à l'heure, je parlais de votre période française, parce que ça fait déjà 30 ans que vous êtes ici. Est-ce que vous avez une envie particulière d'y retourner? Est-ce que l'écriture de romans, l'écriture de récits emporte chez vous cette volonté d'y retourner, de vérifier, de constater l'évolution d'un pays, de constater, de retrouver vos origines, de retrouver vos lieux? Est-ce que ça implique quelque chose d'encore plus intime que l'écriture d'un récit qui l'est déjà beaucoup? Non, non, je n'ai aucune envie de retourner. Ils ont quand même réussi à me dégoûter. Donc, mon pays, c'est celui-ci. Ça, je suis très clair et je suis très content d'ailleurs d'être ici. Et plus ça va, plus je crie en français et plus je me sens comme si j'étais toute ma vie. Sauf que, comme je n'aimerais pas qu'à ce pays lui arrive un jour ce qu'il est arrivé à celui de mes origines, j'essaie toujours d'alerter, d'ouvrir les yeux, de raconter, quitte à me trouver des ennemis, c'est pas grave, mais au moins j'ai fait l'effort. Et ça, il s'agit que de ça. Il s'agit simplement de dire aux gens, faites attention, regardez le pays où je viens. C'est ce qui s'est passé, comme on l'a vécu, c'est quand même inoubliable, mais honnêtement, retourner, d'abord, il n'y a pas de garantie que je puisse retourner, mais mettons que j'ai les plus grandes garanties du monde, ce n'est plus mon pays. Ce n'est plus mon pays. C'est peut-être le sentiment qu'il y aura toutes les personnes qui sont un peu déracinées en quelque sorte. Quand vous retournez après une si longue absence, vous vous rendez compte que par des petites choses, par des petites Madeleine de Proust, vous trouvez parfois à vous émouvoir et à dire, tiens, ça y est, c'est mon pays. Parce que vous avez senti l'odeur d'une fleur que vous n'avez plus jamais retrouvée
nulle part ailleurs, même pas en Jamaïque, ou à Haïti ou à Porto Rico qui sont à côté. Mais ça ne suffit pas. Le reste, ce n'est plus mon pays. Les gens sont plus pareils, les mentalités ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas les mêmes, la logique encore moins, ma famille n'est plus là, ma maison n'est plus ma maison. Ils ont réussi à extirper ma présence dans ce pays. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas un seul de mes livres. C'est le seul pays au monde où je fais l'expérience et je parle avec des gens qui arrivent de là-bas qui ne savent même pas que j'existe. Vous voyez? Alors que si je vais au Mexique, en Colombie, en Argentine, n'importe où, en Floride, en Espagne, il y a toujours des gens qui savent que je publie, que j'écris. Mais comment ils vont le savoir, les Cubains, si finalement l'Internet n'est pas libre? Il y a un truc qui s'appelle intranet, et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se connecter vraiment au site sur lequel j'ai tendance à écrire ou que j'ai l'habitude d'écrire ou au journal dans lequel je participe ou je collabore. Eux ne peuvent pas lire ces journaux-là. Donc, forcément, ils ne me connaissent pas. Et vous croyez que j'envie en plus, à mon âge, 53 ans quand même, Vous le faites pas. oui, mais c'est pas grave, mais les faits sont là. Et de me lancer dans l'aventure d'une soi-disant reconstruction. Non, 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 non. Moi, ma seule reconstruction, je le fais à partir des livres, à partir de ce que je peux raconter. S'il y a des jeunes, je suis enchanté de leur raconter le passé, tout ce qu'ils voulaient, mais je n'ai plus la force de me mettre dans une entreprise de ce type. Et Cuba, finalement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup éloigné de ma vie. Cuba perd un grand écrivain. Est-ce que c'est pour ça que justement vous n'avez pas décidé d'écrire en espagnol? Je me suis posé cette question à la lecture du livre. Je me suis dit, le fait d'écrire en espagnol, j'imagine que c'est une facilité sans nom pour vous. Est-ce que c'était aussi un moyen de dire, voilà, c'est une rupture avec le monde hispanique. Il sera peut-être traduit, mais en tout cas, ma langue. J'ai la chance d'avoir Emmanuel Colas qui est génial, parce qu'elle, qui ne parle pas l'espagnol couramment, elle arrive à se projeter dans ce que je raconte, elle connaît mes tournures, elle voit le baroquisme de mes phrases, que d'ailleurs vous pouvez l'entendre aussi, parce que normalement les Français ne parlent pas avec la façon dont je le fais en ce moment, avec ces longues phrases, il n'y a même pas une virgule. Et mais en espagnol, on parle comme ça, et tout ce que je fais, c'est transposer de mon espagnol et de mon système grammatical et syntactique espagnol que je déverse vers les Français, alors que je sais que les Français, ils parlent plutôt en prenant l'air et en faisant des points à la ligne, chose que je ne fais jamais. Mais pour ça, j'ai Emmanuel Colas qui est fantastique. Il me dit, alors tu arrêtes là, tu changes, tu mets ça. Non, 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 tu m'enlèves ça. Non, non, en français, c'est comme ça. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé cet exercice avec elle, qu'on l'a fait déjà pour l'un de mes romans, et elle considère que je me suis même beaucoup amélioré en français. Je crois que aussi, parce que j'ai réussi quand même maintenant à me rendre compte qu'est-ce qu'on ne fait pas en français, qu'est-ce que c'est de l'espagnol. Mais pour revenir au sujet, ce qui est compliqué, c'est toujours les romans. Les romans, c'est difficile parce que les romans, les personnages sont en général hispaniques. Les personnages sont des Caraïbes, sont des Cubains, des Mexicains, peu importe, de Miami, etc. Et c'est très faux de leur faire parler français. Voilà, les dialogues qui est la chose la plus colloquiale qui existe dans une langue. C'est là où on passe tout de suite à un niveau argotique, pratiquement. Ça, l'écrire en français, ça ne va pas du tout. Mes personnages, ils ne peuvent pas parler entre eux en français. C'est complètement surfait, c'est complètement artificiel. Donc là, je suis coincé. Pour un roman, je serais coincé. Mais tant que je reste dans les récits ou dans des choses qui sont plus ou moins cartésiennes, si on se dire, là, je peux faire appel au français. Mais dès que les personnages sont latino-américains, je ne peux pas, c'est impossible. J'ai déjà essayé, c'est horrible, parce que l'argot, c'est quelque chose de très particulier d'une langue. Et en plus, l'argot parisien, c'est encore, voir un personnage cubain en train de parler en argot parisien dans ce que j'écris, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Sauf si je fais un roman qui se passe en France ou n'importe où dans le monde, alors là, je me sens très libre d'utiliser le français parce que je ne me sens pas attaché à la musicalité ou à la vraie valeur de mots. Mais sinon, voilà la raison pour toujours écrire des romans en espagnol, en fait. L'argot d'ailleurs qui revient dans ce livre-là, notamment pour qualifier les homosexuels, où vous avez Là, il y en a un million de mots à Cuba. voilà, vous écrivez qu'il y a 1 million de mots pour J'imagine qu'en France aussi, hein, je ne sais pas si, j'imagine qu'aussi, ouais. Valérie. Enfin.
Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. La première concerne les mots, puisque vous êtes un homme de lettres. Étant donné que les mots sont détournés par les discours des dictateurs, il y a certains mots qui vont finalement être vidés de leur sens, qui vont être salis. Je voulais savoir si justement le régime Castro vous avez volé des mots et si après plus tard vous êtes arrivé à vous les réapproprier. C'est difficile parce que moi, c'est une question très pertinente, parce que justement, comme le régime cubain a abusé des mots et que certains mots étaient, étaient liés vraiment à la conception même du régime, je n'ai plus jamais osé les utiliser. Par exemple, pour dire compagnon, un ami, un camarade, en espagnol, ça serait compañero ou ça serait camarada. Ces deux mots qui sont de l'espagnol naturel, ils sont tellement liés au castrisme qui a enlevé le traitement de messieurs et de madame à la place des camarades, comme on faisait pour les camarades du Parti communiste de l'époque de Georges Marchais. Eh bien, pour moi, camarades et compañeros, ce sont des mots que je n'utilise plus. Ils sont bannis. Alors, nous, exilés, quand on parle entre nous, entre Cubains, qu'on a envie de blaguer, on se dit compañero et on connaît tout de suite la nouvelle valeur que ces mots acquis. Et alors, on lui dit à l'autre, non, ne me traite pas de compañero, s'il te plaît, c'est un mauvais souvenir. Alors qu'en Espagne, quelqu'un peut dire mi compañero de travail, hein, sans aucun souci. Nous, on est complètement mal liés par le fait que cet mot a pris une énorme ampleur avec le régime et on parlait toujours de compañeros y compañeras et à chaque fois tout le monde était compañero parce qu'on avait enlevé le traitement de messieurs, de madame, de mademoiselle, etc., etc. Bon, donc là, par exemple, c'est un cas particulier. Mais comme ça, il y en a des tas de mots que je bannis de ma culture linguistique parce qu'ils sont très associés au castrisme et parce que c'était les mêmes mots qu'utilisaient les dictateurs et les idéologues du Parti communiste lors de ces énormes discours à n'en plus finir. Et pour moi, tous ces mots-là, si je les utilise, j'ai toujours peur qu'on pense que j'ai quand même quelque chose d'influence du communisme dans moi. Vous voyez, comme quoi, même ça, le régime est capable de vous perturber, même dans l'écriture et dans la langue. Merci. Et j'avais donc une deuxième question. Donc, lorsqu'on vit sous un régime de dictature, en fait, on est obligé de s'auto-censurer et on ne peut pas forcément exprimer ses véritables pensées. On se sent surveillé, y compris par des membres de son entourage, puisqu'on peut très bien être dénoncé par des gens proches euh, qui, euh, qui sont faits en fait endoctriner. Et donc, on vit avec un sentiment d'hypervigilance. Et je voulais savoir si à partir du moment où vous vous êtes exilé, ce sentiment d'hypervigilance est resté collé, enfin, vous êtes arrivé à vous en débarrasser petit à petit, ou est-ce que c'est toujours, il y a encore des réminiscences de ce sentiment-là? Non, j'en ai plus parce qu'évidemment, la chance fait que ça fait longtemps que je suis parti, mais je me souviens qu'au tout début, par exemple, il y avait certaines conversations que je ne voulais pas avoir au téléphone parce que je pensais toujours qu'on pouvait être sous écoute. Donc, Ça peut être le cas encore, hein, William, en France. Hein. C'est ce qui peut encore être le cas en France. oui, sauf quand vous êtes ciblé vraiment pour une raison précise, mais pas parce que vous sortez dans la rue dire Macron dictateur. Vous pouvez sortir aujourd'hui même et crier à Nice comme un fou, forcené, et prendre l'avenue Jean-Mexan 10 fois par jour, hein, même 300 fois, en criant à voir Macron. C'est pas pour ça qu'on va vous mettre sous écoute. Hein. On vous met sous écoute pour des choses bien plus grosses, hein, ou pour des intérêts autres. Bon. De toute façon, la fonction de tout État est quand même répressive, ça on le sait à la base, non? Donc, c'est pas pour qu'on les chasse qui sont là. Mais, enfin, mais il y a quand même encore une fois une grosse différence par rapport
au régime cubain, où tout le monde était sous écoute d'une façon ou d'une autre, où tout le monde faisait des rapports les uns sur les autres. Ça aussi, je dis toujours aux gens, allez voir La vie des autres, ces films fantastiques qui parlent de la vie en Europe de l'Est, parce que tout est là, tout est là. Même la famille, le mari, la femme et le mari faisaient des rapports sur la femme. Enfin, c'est un système tellement vicieux, vous voyez. Mais qu'est-ce qui me reste encore de ça, si j'ose dire, c'est toujours quand je traverse les frontières, dans n'importe quel pays du monde, même si je suis citoyen français depuis maintenant belle lurette, j'ai toujours l'impression que parce que je suis né à Cuba, on va m'arrêter ou on va m'empêcher de passer la frontière. Parce que chez nous, passer la frontière était tellement difficile et quand on l'a passé, c'était définitif. Donc, pour moi, le traumatisme de frontière, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pourrai jamais me soustraire à l'idée de que, avec un passeport français, je peux traverser tranquillement et librement les frontières de n'importe quel pays tant que, voilà, qu'on puisse y aller. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que, du fait d'être cubain, je vais être refoulé ou on va m'empêcher ou on va m'interroger, ou on va me mettre à part, etc. Et toujours cette impression, elle m'accompagne, en fait. Je n'ai jamais perdu ça. Pour répondre à la question de s'il y a quelque chose qui est resté, en plus de tous les mauvais souvenirs, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, William, alors qui peut paraître peut-être contradictoire, c'est que vous avez fait en effet une rupture avec votre pays, mais vous continuez d'écrire sur ce pays-là. Est-ce que vous allez creuser ce sillon? Est-ce que vous allez continuer à creuser ce sillon dans la littérature à travers ce pays-là? Ou est-ce que vous allez réussir à vous en extraire potentiellement? Est-ce que vous avez une envie de vous en extraire ou au contraire, vous avez envie de manière perpétuelle de dénoncer ce système-là et ce régime-là? Peut-être pas dénoncer le régime, mais de toute façon, à chaque fois qu'on travaille la mémoire, qu'on travaille le pourquoi de beaucoup de choses, de pourquoi on est comme on est, pourquoi on pense comme on pense, pourquoi on écrit comme on écrit, pourquoi on a pris ce chemin-là, etc., on revient systématiquement, enfin pour les gens normaux, à l'enfance et à l'adolescence. Ce sont les deux moments de la vie de l'individu où c'est pas pour rien que c'est la formation, elle est là. Donc, à chaque fois, je suis obligé de penser à mon enfance, de penser à la période de mon adolescence. Et qui dit l'enfance, dit aussi les origines, d'où on vient, qui étaient mes ancêtres, qui étaient mes grands-parents, qui étaient mes parents, comment le système de la famille, etc. Constamment, dans une île un peu, une île qui en soi-même déjà un peu endogamique, historiquement parlant, et le sentiment de cette appartenance à ce territoire-là va hanter éternellement ce que vous écrivez. C'est presque, c'est même pas un choix, c'est que ça, on revient constamment sur ce travail de la quête de l'identité et des origines, et notamment pour des pays qui n'ont pas une forte ou une identité très ancienne. Ben, la France, par exemple, c'est un pays, bon, il faut aller jusqu'au Gaulle de Jules César, et déjà la France était déjà en train de se former en quelque sorte. Et Cuba, c'est quand même assez récent, c'est 4 siècles et quelques. On a beaucoup de questions à se poser encore là-dessus. Et c'est en quelque sorte ce qui m'oblige constamment à peut-être pas de dénoncer politiquement le régime, ça serait trop récent et trop... Mais dans le travail général de l'écriture et de la pensée, à chercher dans cette direction-là. Voilà. Et à essayer de comprendre Cuba dans un contexte un peu plus ample quand même. Sandra, et tant mieux hein, d'ailleurs, puisqu'il y a peu de romans, peu d'auteurs cubains qui sont traduits notamment en France, et c'est bien dommage, mais il y a quand même peu de matière aussi en littérature. De manière historique, en effet, il peut y avoir des ouvrages, mais en matière de littérature, de récits, de romans, on sait terriblement peu de choses de ce pays-là, donc on vous en remercie, William. Sandra. Oui, ma question est liée à la précédente et à votre réponse. Vous y avez en partie répondu de toute manière, mais
est-ce que le fait d'écrire justement sur votre pays, ça vous a permis d'apaiser justement vos peurs, votre hantise, et dans quelle mesure justement ça a permis de penser vos angoisses, penser avec un A. Voilà, est-ce que ça a été salvateur pour vous, et dans quelle mesure ça vous a permis d'avancer vis-à-vis de cette expérience malheureuse? Bon, de toute façon, il y a eu une grande frustration du fait de voir qu'on est presque en point mort depuis tant d'années, que ça fait 32 ans que je suis parti en pensant que dans 10 ans ou peut-être 5, ça allait être différent et que ces gens-là sont encore là. Et voilà, c'est quand même très frustrant. Mais l'écriture a eu quand même cette espèce de pouvoir, de baume, de catharsis aussi. Ça m'a permis de me soulager en quelque sorte d'un poids. Le fait d'avoir raconté, et c'est pas par là que je crois que ça y est, c'est bon, j'ai fait ma part et je suis très content et très fier de moi-même. Non, 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 c'est pas du tout ça, c'est loin de ça. Mais je me sens soulagé un peu d'un poids parce que j'ai dit, bon, au moins, j'ai pu comprendre quelque chose qui est très difficile de comprendre quand on vit dans un régime comme ça, quand on subit l'oppression matin et soir, la vie quotidienne, la survie de tous les jours, etc., etc. Et donc, il y a eu tout un processus dans ma vie. Au début, c'était comprendre le monde dans lequel je venais d'arriver, parce que ce monde dans lequel nous vivons ici, ça n'a rien à voir avec le mien. Et ensuite, c'était organiser ma pensée autour de ce que j'avais vécu, par la suite pouvoir l'exprimer. Donc, tout ça, ça ne se passe pas du premier jour que vous arrivez ici. Il y a des années qui se passent. Disons que j'ai pu commencer à comprendre vraiment le monde duquel je venais à partir de ma 8e année ici en France. J'étais étudiant aussi à l'université, à la Sorbonne. J'ai commencé à faire mes premiers pas dans la militance politique. Mes premières lectures qui étaient interdites à Cuba, je les ai eues ici aussi en France, et à mûrir la pensée aussi. Et peu à peu, voilà, et on commence à construire quelque chose, à construire une pensée autour de cet endroit qu'on a quitté et de ces régimes qu'on rejette aussi. Mais c'est petit à petit, hein, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Euh, on a toujours cru. Bon, moi, j'ai eu la chance quand même que je n'avais pas ma famille directe, c'est-à-dire ma mère, par exemple, ou un frère à Cuba. Parce qu'autrement, j'aurais dû avancer d'une autre façon. Je n'aurais pas pu prendre le risque de mettre ma famille en péril à cause de mon envie d'exprimer mes souhaits de liberté. Parce que, alors là, encore une fois, ce type de régime vous tient. Même une fois que vous êtes parti, si vous laissez des gens derrière, il vous tient. Parce que sinon, vous n'êtes pas autorisé à rentrer, vous n'êtes pas autorisé à retourner, et il peut y avoir aussi, votre famille peut aussi recevoir des visites désagréables. Vous voyez? Donc, et ce qui fait que la plupart de mes compatriotes, ils se taisent. Ils parlent entre vous, entre moi, en petit comité et tout, mais ce qu'ils sont en train de faire là publiquement, ils ne le font pas. Parce que la plupart, ils ont leurs parents là-bas, un frère, enfin, une sœur, etc. Et ces régimes-là, ils marchent aussi beaucoup sous les chantages. Et ça, on le sait. Alors, on va faire une petite pause photo, parce qu'en effet, depuis tout à l'heure, Je suis surprise. une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, William. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Allez, c'est parti pour le premier extrait, William. Oh Merci. là. C'est moi qui dois lire le premier extrait? Et oui, Ah, j'attendais les photos. Vous voyez ah, comme ça quoi y est, elle est faite, ça y est. Ah bon? Je ne vois pas les photos, moi. Bon, allez, on y va. Et alors, les fameux comités de défense de la Révolution, quelque chose que les Français n'imaginent même pas que ça peut exister. Tout pâté maison,
avait son CDR, Comité de défense de la Révolution. Le siège se trouvait, et se trouve encore, chez le voisin hautement recommandé et de confiance qui avait accepté de devenir son président. Le plus souvent, c'était quelqu'un ayant suffisamment prouvé son attachement inconditionnel au régime. Dans un quartier à faible densité de population comme celui où j'habitais, dépeuplé par les deux parts de nombreuses familles en exil ou occupé dans les maisons abandonnées par des étrangers en mission à la Havane, les comités de défense de la Révolution devaient surveiller 3 pâtés de maison. C'était un avantage pour moi et ma mère par rapport à d'autres endroits plus peuplés où tous les voisins avaient les yeux du président rivés sur leurs moindres mouvements. Dans notre cas, l'étendue de la zone à contrôler nous permettait d'échapper aux rondes nocturnes ainsi qu'à d'autres tâches obligatoires. Pendant les 10 premières années de ma vie, dans le quartier de Miramar, le président de mon comité de défense de la Révolution était un noir appelé par son nom de famille Mora. C'était l'ancien chauffeur du docteur Fernandez, un médecin de grande renommée, propriétaire d'une magnifique maison voisine de la nôtre. Mora était originaire d'une autre province et son employeur d'alors le logeait dans la partie mitoyenne du garage en échange d'un salaire et de son service. Aussitôt que le régime entreprit la nationalisation de toutes les cliniques et des cabinets médicaux privés, le docteur Fernandez et sa femme ont quitté le pays, laissant ainsi le chauffeur dans leur demeure. Avec le temps, en l'absence des vrais propriétaires, Mora et sa femme avaient fini par occuper toutes les pièces de la maison. Ils étaient devenus les nouveaux maîtres d'une fabuleuse demeure qui ne leur appartenait pas. C'est un bon exemple pour comprendre comment la dictature castriste a gagné tant d'adeptes. Mora n'a jamais plus travaillé et son poste de président du comité de défense de la Révolution n'étant pas rémunéré, il vécut aux dépens de son épouse et continua à défendre le régime. Voilà encore comment, en enlevant quelque chose à quelqu'un et en lui donnant un autre, on arrive à avoir beaucoup d'adeptes. C'est vrai. Est-ce que finalement, j'ai pensé à ça en vous lisant, parce que ceux qui ne vous ont pas lu ne savent pas à quel point il y a des exemples disséminés ainsi où on s'interroge sur la nature humaine. On se dit comment ça a pu être possible. Est-ce que ce n'est pas finalement un livre d'amour sur la France, à contrario justement de cette dictature cubaine, en se disant regardez ce qu'il y a autour, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ni dans le passé, ni dans le présent, et peut-être pas dans le futur, mais est-ce que finalement ce n'est pas un livre d'amour total pour la France, en minimisant les informations quotidiennes qu'on entend? Finalement, est-ce que c'est pas ça, le message caché du livre? Oui, c'est un livre d'amour pour la France, notamment d'une certaine France, celle qui a été la France moderne, disons, parce qu'il y a une France aussi au secours. Hein, celui qui connaît bien l'histoire de la France entendra et comprendra que le comité de défense de la Révolution a été créé sur Robespierre. D'ailleurs, c'est Castro qui s'est inspiré, parce que ça vient de loin. Et la France a donné beaucoup de mauvaises idées au monde, notamment à cette période trouble et nécessaire, évidemment, parce que ça aussi, il fallait voir à quel point ça a pu être nécessaire de faire la Révolution française. Mais pour résumer, en fait, oui, je suis très amoureux de la France du XXe siècle. Et je considère qu'au moment où on a séparé l'Église de l'État, que c'est devenu une république laïque, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça y est, on peut parler d'une France différente. Et à partir de là, la France n'a fait que construire une société qui est arrivée à la société actuelle, où il y a plus ou moins un consensus, où les gens peuvent se sentir fiers d'être de ce pays. Et c'est ça qui, j'ai peur dans le futur, que ça puisse être déconstruit, justement en utilisant le mot de l'une des intervenantes, en sacrifiant la vraie valeur de mots, en racontant ce qui n'est pas et en abusant de la vraie valeur de mots. Donc, c'est pour ça que tous les extrêmes, moi, j'ai toujours peur. Il faut les fuir comme de la peste. Mais pour
pourquoi les gens ne comprennent pas ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est tellement évident. Et c'est cette France-là que j'aimerais bien qu'il perdure quand même, Alors, avec tous ses défauts. Il c'est n'y a pas de, il y a intéressant. pas de défaut. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça, puisque vous montrez aussi que, alors de manière très parcellaire, bien sûr, hein, il y a beaucoup de noir dans le livre, entre guillemets, mais il y a aussi quelquefois une petite partie lumineuse, notamment du fait que Cuba a toujours été en avance socialement sur de nombreux pays, Ouais. sur de nombreux points, comme le droit de vote des femmes, le divorce, la journée de travail, et une constitution qui était apparemment considérée comme l'une des plus progressistes au monde. Euh, c'est cette peur-là, comment on bascule dans un monde dans une société aussi vite à l'inverse. Parce que Cuba n'était pas forcément destiné à être ainsi, à un régime dictatorial. Ben, ce que je veux dire, c'est pas du malthusianisme, mais je considère quand même qu'il y a des hommes qui sont terriblement doués pour alpaguer et tromper les autres. On a eu dans l'histoire, pourquoi les Allemands ont suivi Hitler? Et pourquoi les Italiens ont suivi Mussolini? Pourquoi les Espagnols se sont mis derrière Franco? Et le peu qui se sont opposés, ils ont fini où ils ont fini, mais ce n'était pas la majorité quand même. Et donc, il y a des pays où ils nous tombent du ciel. Je ne suis pas particulièrement. euh, je crois à la cosmogonie, donc ça tombe bien comme phrase. Un monsieur ou une madame, parce qu'il pourrait aussi y avoir des femmes, hein, capables de tout chambouler et surtout de tromper les grandes et il suffit d'un beau parleur, il suffit d'un beau parleur, il suffit d'un contexte particulier de crispation sociale, et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que dans les grands contextes de crispation sociale et de frustration nationale, c'est là, c'est de là qui sort cette espèce de messie, comme on l'a eu aussi dans la religion chrétienne, capable de canaliser le mécontentement général et capable de s'imposer pour le bien ou pour le pire. Parfois, c'est pour le bien, c'est rare, mais la plupart du temps, c'est pour le pire. Donc, c'est la mission du dictateur, c'est la mission de celui qui a en soi, et c'est Fidel Castro, quelqu'un qui écoute, qui lit l'espagnol, qui comprend l'espagnol, qui écoute un message de ce monsieur, voilà, ça, il comprend tout de suite comment il a pu charmer le monde. C'est un excellentissime orateur qui peut parler pendant des heures, qui a l'air de tout connaître, sans connaître rien du tout. C'est indescriptible. Moi, malheureusement, je ne comprends pas l'allemand, mais j'imagine que Hitler, qui physiquement était si répulsif, je ne sais pas à quel point ce discours était capable aussi de charmer les Allemands avec la mentalité allemande, qui n'est pas la même, qui n'est pas la nôtre, mais pour les Allemands, peut-être c'était l'aubaine, l'arrivée de ce monsieur, etc. Donc, à chaque fois, on est confronté à la même situation. Et je crois justement c'est pour ça qu'il faut faire très attention. En France même, là, au jour d'aujourd'hui, crispation nationale, situation délicate avec toutes ces histoires de retraite, etc., frustration collective, le pouvoir d'achat qui descend, le fait que l'inflation et tout le reste, et ensuite il arrive un charlatan qui n'a même pas de programme, qui ne connaît rien à l'économie, qui est peut-être le plus riche des candidats présidentiels, comme était Fidel Castro, fils de bourgeois d'ailleurs, qui venait du meilleur collège cubain, du Saint-Cyr cubain, des Sciences Po cubaines de l'époque, hein, avec plein de belles paroles, des fleurs, etc. Et il s'impose, il s'instaure, et il voulait construire complètement un pays. Il voulait construire tout ce qui était fait, même tout ce qui était bien fait avant. Et les gens vont direct. Vous savez, c'est comme dans George Orwell et la ferme des animaux, hein, 4 pattes oui, 2 pattes non, et deux semaines après, c'était le contraire, c'est 2 pattes oui, 4 pattes non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu aussi, quand vous citiez Hitler, Mussolini, et je trouve qu'il y a quand même un- quelque chose qui les rassemble, c'est le début de leur épopée, de leur dictature, se base sur un mensonge ou un non-dit ou une défaite.
Et là, en Complètement. l'occurrence, pour Fidel Castro, c'est le cas aussi, puisque tout a été déclenché sur les 135 morts de la caserne de Moncada, avec ce cuisant échec. Est-ce que finalement, c'est ça qui déclenche potentiellement, parce que là, tout s'est joué sur un détail pour Fidel Castro. On a l'impression que l'histoire s'est jouée à Moncada et que potentiellement, même sans Batista, il aurait été quand même là. On a l'impression que euh, sa destinée était déjà ici. Tout ça basé sur un échec, sur un mensonge, sur un non-dit, une manipulation de l'histoire. Bah, de toute façon, je crois que San Battista, il aurait quand même réussi, il aurait pu quand même réussir à s'emparer du pouvoir parce qu'il était déjà très filou et très doué. Et au sein du parti où il militait, que c'était le parti orthodoxe cubain, et il prenait de plus en plus d'envergure. Peut-être la révolution ne serait pas triomphée en 1959, peut-être en 1969, mais je suis sûr et certain que ce mec, voilà, je me permets de dire comme ça, ce mec, il aurait fini par prendre le pouvoir dans le pays. Il était destiné à ça, il avait une intelligence particulière, il savait où il allait, il n'avait pas de pitié, avec une froideur extraordinaire, menteur à mort. Donc finalement, c'est très difficile pour un peuple si naïf, finalement, et si adepte à la salsa, à la rumba et au mambo, qui est passé la soirée plutôt à danser qu'à réfléchir sur ce qu'il allait tomber dessus, ça aurait été très difficile de s'échapper d'un tel personnage. Vous savez, c'est comme un psychopathe. Quand vous tombez dans les cercles d'un psychopathe, ne vous inquiétez pas, vous allez finir par passer à la trappe aussi. Parce que les psychopathes, ils sont très forts, ils ont un cerveau particulièrement doué et ils savent comment faire pour que le collectif de gens qui l'entourent finisse à leurs pieds. Et là, c'est. Moi, chaque fois que je détecte un psychopathe autour de moi, je prends la fuite. Je lui dis à tout le monde, prenez la fuite. Moi, je le détecte tout de suite. Il faut aller loin parce qu'ils sont très dangereux. Pour moi, ce sont des Fidel Castro potentiels. Dans d'autres domaines, peut-être, mais aussi nuisibles. Alors, j'aimerais revenir aussi sur certains grands écrivains que vous mettez en avant, notamment Gabriel Garcia Marquez, que tout le monde connaît ici, qui a été prix Nobel de littérature, grand ami de Fidel Castro, qui finissait son repas par 18 glaces pendant que le peuple mourait de faim. Et j'aime beaucoup également le passage sur l'obsession. Alors, il avait deux obsessions, on va dire peut-être plusieurs obsessions, mais notamment celle du lait, des produits laitiers. Ah Ça m'a oui, la fameuse fasciné. mamelle La fameuse vache Ubre je Bianca. l'avais pris, je l'avais souligné parce que je sais que c'est un passage que les Français adorent. Eh ben, c'est parfait. Alors, on va le Je, lire je veux le lire. et après on l'explique, parce qu'il est quand même assez fascinant. Attendez, je l'avais marqué justement parce que je me suis dit, c'est hallucinant comme histoire. 94, 94, 95. 94, voilà. Même pour moi, c'est hallucinant. Hein, on entendait de ça tous les jours dans la presse, c'était la première nouvelle. Revenons à la table de notre cher dictateur. Quelqu'un m'a raconté comment il chargeait Celia Sanchez, directrice du secrétariat d'État, d'acheter toute une panoplie de fromages, plus exquis les uns que les autres, chez Barthélemy, l'un des crémiers les plus réputés de Paris et fournisseur de l'Élysée, dès qu'il a ouvert ses portes en 1971. À l'époque, Castro essayait de copier les camemberts, les brie et les reblochons français en les faisant produire par des experts engagés par lui-même. Ça n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que le lait que bouvaient ces six rejetons était produit par des vaches que l'on attribuait à chacun d'entre eux selon leur goût et leurs préférences. On croit rêver. D'ailleurs, Fidel Castro avait une étrange obsession pour les produits laitiers. Alors que, comme tous mes compatriotes, je faisais des heures de queue pour acheter une glace chez Coppelia, le seul vrai glacier de la capitale, Castro en mangeait à tous les parfums et à n'importe quelle heure. C'est l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, ami intime et admirateur du dictateur, qui raconta dans son portrait personnel de Fidel comment un dimanche, il termina un bon repas par 18 boules de glace. Cette obsession allait jusqu'au plus absurde. En effet, Cuba est peut-être le seul pays au monde où une vache a été déclarée patrimoine national, recevant des honneurs dignes d'un chef d'État le jour de son décès. Cette vache, surnommée Ubre Blanca, mamelle blanche en espagnol, produisait, selon la presse officielle, jusqu'à 110 litres de lait en une journée
Et Castro avait réussi à la faire inscrire dans le livre Guinness des records. L'animal était fréquemment cité dans des discours et son pâturage faisait partie de l'itinéraire préféré du dictateur lorsqu'il recevait ses hôtes et qu'il souhaitait leur montrer les exploits de l'agriculture et de l'élevage cubain. Il exigeait un rapport détaillé du comportement de la vache toutes les 6 heures. Et pour que la production de lait ne cesse d'augmenter, il avait inventé un système par lequel Mamelle Blanche écoutait une sélection de musique classique et populaire censée stimuler sa production. Une équipe de vétérinaires veillait jour et nuit sur son sommeil, son régime alimentaire à base de miel, d'eau et de fourrage, ainsi que sur les différentes herbes qu'on lui donnait, passées au crible par un laboratoire. Le vétérinaire en chef a avoué ne pas avoir dormi pendant 7 nuits, pendant la vraie période où la vache a cessé de ruminer. À sa mort en 1985, le journal officiel du Parti communiste lui consacra un véritable éloge funèbre de plusieurs pages. Empaillé par des taxidermistes, sur ordre du dictateur, on peut la voir encore dans une urne en verre, jalousement gardée par le Centre national de santé agroalimentaire à quelques kilomètres de La Havane. À Nueva Gerona, ville de naissance du mammifère idolâtré, fut érigé un monument à la mémoire de la vache la plus célèbre du continent américain. Désormais, c'est plus un monument au triste souvenir des Cubains de la période où la propagande du régime vantait les mérites de son industrie laitière, alors que le lait et tous les autres produits dérivés des bovins étaient devenus introuvables ou, dans le meilleur des cas, rationnés. Merci. On voit l'absurdité de la chose. Et sa deuxième obsession était la santé, l'obsession sanitaire. Elle est assez impressionnante, notamment nous qui avons connu le Covid, le monde entier a connu le Covid, mais cette obsession sanitaire avec ce contrôle absolu et la gratuité, en réalité, en fait, il dirigeait grâce à la gratuité de cette santé-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la gratuité permettait de contrôler, de lobotomiser, comme vous l'écrivez aussi, le peuple. Oui, parce que finalement, c'est ma mère qui m'a dit un jour, j'étais jeune, enfant encore, il m'a dit oui, parce que justement Castro, dans le long discours, venait de citer, statiquement parlant, tous les hôpitaux, toutes les cliniques et tous les médecins, combien de médecins Cuba exportait dans tous les pays du tiers-monde, que c'est au Yémen, que c'est en Syrie, que c'est en Mozambique, que c'est en Madagascar, partout dans le monde partaient ces blouses blanches cubaines, etc. Et il ne s'arrêtait pas de mériter, de donner des statistiques, la mortalité infantile la plus basse de tout le continent américain, etc., etc. Et ma mère a dit, dis donc, dans ce pays, on vit que pour tomber malade. C'est-à-dire, la seule chose qui nous reste, c'est tomber malade pour être satisfait par la révolution et pour dire quelle merveille de pays. Regardez, nous sommes soignés parce que nous sommes tombés malades. Donc, le seul espoir pour un Cubain pour se sentir bien dans son pays, c'était de tomber malade. Parce qu'autrement, si vous ne tombiez pas malade, il n'y avait pas moyen de vous sentir bien dans le pays. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, en réalité, l'histoire de la santé, ça m'a toujours épaté. Moi, et je le raconte dans le livre, quand je suis arrivé ici en France, que je dû aller à l'office de migration, comme tous les émigrants, pour avoir ma carte de résident au début, et qu'on bouffait une espèce de petit parcours médical léger. Hein. J'étais très surpris de voir la légèreté de cette visite médicale qu'on vous fait faire ici. On vous regarde la langue, regardez par ici, voir la lumière, vous voyez la lumière au fond du couloir. Oui, oui, je la vois, voilà, quand c'est bon, vous êtes en bonne santé. Voilà, c'était quelque chose plus ou moins comme ça. Quand je passe devant la personne en question qui allait me demander quel vaccin j'avais sur moi, et que
les gens d'autres pays, je ne sais pas, imagine de pays d'Afrique, etc., ils n'ont même pas ces papiers-là. Mais moi, j'avais mon carnet de vaccinés cubains. Et quand je lui montrais ça à la femme, je l'ai encore, hein, je l'ai ici. Elle a cru tomber du ciel, elle me dit, mais monsieur, vous avez pris pour une passoire. Et je lui dis ce que ça veut dire. Il m'a dit une passoire, elle m'a fait le dessin. À l'époque, je ne parlais pas très, très bien français, donc passoire, c'est quand même un mot un peu particulier. Et il m'a fait un dessin pour que je vois qu'est-ce que c'était. Tout ce qu'on m'avait trouvé pour tous les vaccins, il y en avait 30 et quelques. Il n'y avait pas un seul vaccin au monde qui sortent de l'Union soviétique, peu importe où, que nous, les Cubains, ne l'avons pas sur notre bras. Et ça, depuis la plus tendre enfance. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont fait rigoler les Français avec l'histoire du Covid. Non, mais vraiment, je me marrais. Moi, qu'on me mette tous, finalement, on m'a déjà mis 50 et regardez, je me tiens bien quand même, malgré tout. Hein, je n'ai pas l'air d'un malade. Donc, et ceci depuis l'âge de 5 ans. C'est bon, non? Alors, on ne peut pas évidemment évoquer tous les sujets du livre parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y a des choses assez incroyables, mais il y a quand même deux choses dont on n'a pas encore parlé, c'est Che Guevara et surtout l'opération Peter Pan, que je ne connaissais pas, dont est issu notamment le père adoptif de Jeff Bezos, et c'est pas rien, et de nombreuses autres personnalités. J'aimerais que vous nous parliez de cette opération qui est incroyablement dingue, c'est le mot. Beaucoup de mes cousins sont partis, les pauvres, avec les Peter Pan, c'était terrible. Et on ne sait pas qui a créé cette rumeur. Et on dit que c'est la CIA, peut-être. La CIA, ce n'est pas des enfants de cœur, hein. On le sait très bien aussi. Ces gens-là sont ténébreuses et ténébreux. Et donc, finalement, les bruits s'étaient répandus que les parents allaient perdre la, La garde. la garde, voilà, j'ai cherché le mot, la garde de ces enfants, parce qu'ils allaient être envoyés en Russie, en Union soviétique, élevés là-bas comme des animaux pour les endoctriner, etc. Donc, il y a un coup de panique, et l'église de Cuba avec l'église de Miami, ils se sont tout de suite organisés et ils ont créé une opération dans laquelle n'importe quel parent pouvait envoyer ses enfants aux États-Unis, et même si les parents n'avaient pas visa, pour sauver les enfants, on pouvait, et les parents, ils pouvaient se défaire des enfants pour les sauver du communisme et les envoyer aux États-Unis. Et là, en espace de quelques mois, il y a eu des milliers de Cubains qui sont partis, les pauvres. Cherchez-les sur Internet, les images sont désolantes de les voir tout petits, tout mignons, avec leurs petites valises, arriver à un aéroport américain, parfois à New Orleans, parfois à Miami, accueillis par les clergés catholiques du sud des États-Unis et redistribués dans des familles d'accueil américaines n'importe où. Hein. Ça pouvait être au Wisconsin, en Californie, à Chicago, enfin peu importe. Et là, la partie déjà qui était pathétique, mais la partie la plus sinistre de l'affaire, c'est qu'une fois que les parents ils sont fait, parce qu'ils étaient bêtes, parce qu'ils sont crus à la rumeur, parce qu'ils sont paniqués, ils ont envoyé ces enfants aux États-Unis. Castro n'a pas trouvé une meilleure punition pour ces parents qui ont quand même défié son régime paradisiaque et merveilleux que d'interdire pendant des années la sortie des parents de Cuba. De telle façon qu'il y en a énormément des enfants Peter Pan, on les appelait comme ça, qui ont grandi dans le traumatisme de ne plus revoir ses parents pendant 10, 12, 15 années parce que Castro n'a pas voulu donner l'autorisation de quitter le pays à ses parents. Et certains, et c'est triste, il y a même un film là-dessus qui est sorti il n'y a pas longtemps, raconte qu'ils n'ont jamais pu rencontrer ses parents, parce qu'entre-temps, les parents étaient morts pour une raison quelconque, n'importe qui peut mourir, ou simplement, ils ne sont jamais laissés quitter le pays. Et le père de George, de Bezos, le propriétaire d'Amazon, lui-même était un enfant Peter Pan. Et ça, Bezos l'a raconté plusieurs fois, le courage qu'a eu ses pères et son père de revivre et de se refaire tout seul parce que lui-même, il n'a jamais pu revoir ses parents. C'est quand même extraordinaire. Et c'est l'un
des dizaines de chapitres désolants et pathétiques de la période communiste cubaine. Ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est le rôle du cinéma. Je ne pensais pas que le cinéma avait eu un rôle aussi fondamental à certaines époques de l'histoire du pays, à des moments clés. Ça a une certaine révolte, une certaine compréhension des choses. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. J'aimerais que vous en disiez peut-être un mot parce que c'est rare que le cinéma ait ce pouvoir-là dans un pays. C'est la manipulation, c'est-à-dire à Cuba, le cinéma, il n'est pas indépendant. Le cinéma, il appartient à quelque chose qui s'appelait l'Institut cubain d'art et de l'industrie cinématographique. Et, par exemple, en film, il y a quelqu'un qui demande, je vais lui répondre, Fraises et chocolat. C'est l'un des films cubains ou par exemple, Suite Havane. C'est encore un film extraordinaire où personne ne parle. Mais tout est dans les gestes, dans la musique, dans les comportements des gens. Suite Havane s'appelle. Et il y en a plein, de toute façon. Et à chaque fois qu'il y en a eu une espèce de tension sociale où l'on croit que ça va finir par exploser, l'État cubain, avec son ministère de la Culture et son Institut du cinéma, a autorisé la sortie ou la création d'un film qui traduise en quelque sorte le malheur collectif ou le malaise collectif pour faire un espèce d'effet de libération de la pression. C'est comme la cocotte minute. Hein. Vous avez vous mettez une cocotte minute avec beaucoup de pression, vous fermez bien les valves et va finir par exploser. Mais si vous soulevez un tout petit peu les trucs là, comme on dit ça, les pitons, les valves, enfin, cette chose qu'on met sur la cocotte minute pour que l'eau, pour que la vapeur s'échappe. On voit bien que vous n'avez jamais utilisé une cocotte minute parce que je vois que personne ne connaît. Enfin, quand on fait voilà, la soupape. La soupape, il y a quelqu'un qui merci. Bon, cette soupape, je ne connaissais pas le mot, je suis content de l'apprendre. Et donc, si vous soulevez ça, l'air qui va faire exploser la chose, pouf, s'échappe et tout redevient plus ou moins à la normale à l'intérieur de la cocotte. Eh bien, le cinéma a eu cet effet à Cuba. C'est-à-dire, à chaque fois que les gens n'en pouvaient plus, qu'il paraît qu'il allait finalement avoir une explosion sociale ou quelque chose comme ça, eh bien, ils sont soulevés. Et le cinéma, c'est extraordinaire. Hein? C'est un effet de masse. C'est de nos jours un tout petit peu moins dans la société moderne parce que finalement, les gens ici, ils sont Netflix ou ils le regardent à la maison. Mais dans un pays comme Cuba, où tout passait par les seules 2 chaînes de télévision ou par les circuits d'État du cinéma, tout le monde allait vers le cinéma et tout le monde allait voir ces films. Et une fois qu'ils sortaient du cinéma, ils se sont dit, ah, c'est bien, tout ce qu'on allait dire a été dit. Donc, de ce fait-là, à quoi se révolter ou dire quelque chose si vous l'avez déjà vu sur l'écran? Donc, vous n'avez plus envie d'aller manifester ni faire quoi que ce soit, vous étiez déjà satisfait. Vos envies ont été satisfaites par le cinéma. Donc, et ça, c'est très malsain et encore une fois, très machiavélique. Voilà comment ça marche, comment ce régime-là, il s'arrive à tenir sur place. C'est des années enfin, c'est quand on les a côtoyés qu'on commence à comprendre comment ça marche. Il y a quand même des films qui ont permis d'ouvrir, je pense notamment à ce Alice au Pays des Merveilles qui a été revisité. Mais celui-là, ils l'ont interdit. Ils sont interdits parce que quand ils ont vu l'ampleur du film et l'ironie. 91, hein, 1991. 4 jours après, ils l'ont interdit. Je m'en souviens, je flippais dans la salle de cinéma parce que les moindres applaudissements, la moindre rigolade, vous prenez une pluie de coups de pied, de pierres et des sympathisants du régime qui ont été convoqués à s'asseoir à l'intérieur des salles et faire des groupes pour surveiller les autres. C'était l'apothéose et c'était en 91, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin. Donc, voyons comment les choses se passent. Un film qui en vérité était très mauvais. C'est un film insupportable. Le film c'est insupportablement mal fait. C'est un récit qui un peu décousu, mais la symbolique du film est extraordinaire parce que c'est une moquerie totale au régime et à l'inefficacité de son économie et de tout le reste. Donc, finalement, pour un très mauvais film, et ils ont mis tout un pataquès, mais évidemment, c'est ça qui l'a rendu plus célèbre encore. Voilà.
Je reviens notamment sur Che Guevara parce que vous l'évoquez de manière parcellaire. C'est pas l'objet du livre, mais il intervient Non, quand même plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose, une matière une matière humaine, hein, mais une matière qui en tant qu'exilé cubain peut aussi vous donner un sujet sur non, non, parce que finalement, c'est un combat très difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelqu'un exilé comme moi, et quelqu'un qui après, bon, a eu une vie extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté les grands mondes des présidents de pays, etc., et qui pense pareil que moi, et qui est parti de Cuba quand elle avait 14 ans. Et en fait, euh, en parlant de Che Guevara, parce qu'on était à Rome et j'ai vu quelqu'un qui se baladait avec un t-shirt de Che Guevara, etc. Il lui dit, mais tu vois, c'est pas possible. Il m'a dit, ben, écoute, laisse-le. On ne peut pas contre ces choses-là pour une raison très simple. Tu ne peux pas imaginer, cette personne elle n'habitait pas en Europe, elle habitait dans un pays du Moyen-Orient. Tu ne peux pas imaginer pour la quantité de gens du monde, dans le tiers-monde, pour lesquels le Che Guevara représente quelque chose. C'est comme une espèce de Christ. C'est comme si tu lui enlevais le Christ aux vrais chrétiens, aux ceux qui croient vraiment au Christ. C'est comme si tu lui enlevais la dernière espoir qu'ils ont. Ces gens des pays où vraiment tout va mal. Si tu les enlèves cette image-là, la seule qu'ils brandissent, la seule qu'ils considèrent qui était leur sauveur, qu'est-ce que tu vas leur laisser? Et alors, c'est là où je me suis dit que tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est Che Guevara qui, pour moi, est un personnage abominable et que beaucoup de Cubains, on les appelle les bouchers de la Cabaña, qui est la forteresse militaire dans laquelle il était chef de prison et où il signait les ordres d'exécution expéditifs de tous les opposants du régime qu'il a voulu faire passer par les poteaux d'exécution. Celui-là qui pour moi était un aventurier argentin, mec sans raté, etc., avec une haine impressionnante de ceux qui ont réussi dans la vie, un des pires bourreaux, comme on dit quelqu'un. Il est une espèce de messie pour des millions de personnes du monde et des pays, Bangladesh, Birmanie, enfin, je ne sais pas, je veux pas non plus faire une liste de pays parce que ce n'est pas très correct, mais on sait de quoi on parle. Et comment peut-on enlever ces mythes à ces gens-là? Alors, je me suis rendu compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue, c'est des choses que, ça, à côté de tout le reste, ce n'est qu'un détail, en fait. Je peux me consacrer à d'autres dénonciations et à d'autres causes. J'ai encore la marge. Même si on en parle plus, si je parle plus de Che Guevara, j'aurai toujours des millions de choses à raconter. Vous voyez? Ouais, je comprends, c'est intéressant d'entendre votre réponse aussi, parce que ça rejoint peut-être aussi ce que vous écrivez sur George Orwell, euh, sur l'ignorance. Il y a une citation en début d'ouvrage sur l'ignorance. Alors, il y a 4 citations fabuleuses. Je pense que vous avez pris les meilleures citations existantes sur le sujet, parce qu'elles sont d'une puissance assez folle. Celle de George Orwell est exactement dans le sujet dans lequel nous sommes. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. C'est ça en réalité, l'ignorance de savoir qui était véritablement Che Guevara. Au final, elle est peut-être là. Vous voyez, on le voit ici aussi. Hein, euh, quand dans les élections, les gens font certains choix, c'est parce qu'il y a soit d'un extrême ou de l'autre. Je parle toujours des extrêmes parce que c'est ça qui m'inquiète. C'est encore le terreau de l'ignorance, encore une fois. Et vous écrivez d'ailleurs juste après, dans notre ferme des animaux orwellienne, nos dirigeants avaient fini par calquer le mode de vie qu'ils prétendaient combattre. Faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Et tout au long du récit, on voit qu'en effet, c'est la méthode qu'a prise Fidel Castro, où par exemple, il interdit à des opposants de parler 2 heures dans une audience, dans un tribunal, alors que lui avait parlé 2 heures, 2 heures et demie pour faire sa plaidoirie. Il y a tout ce phénomène-là que vous dénoncez et qui est très intéressant. Et comment on peut ne pas se rendre compte de la contradiction perpétuelle d'un tel homme? Ben, ce que je vous ai dit, c'est
C'est pour ça qu'il faut éduquer. Je crois que j'ai toujours pensé que l'éducation est la base de beaucoup de choses et qu'il ne faut pas cesser de parler. Moi, je parle constamment à tout le monde que je rencontre, aux jeunes surtout, quand j'ai l'opportunité, sans forcer, mais j'essaie de leur raconter ma propre expérience pour leur dire faites attention parce que là, vous le voyez de ce point de vue-là, mais votre vie dans le futur, elle peut être ruinée par des événements qui sont irréversibles. Donc, c'est ça, il ne reste que ça, qu'essayer d'instruire la plus grande quantité de gens possible pour éviter que ça se passe. C'est un combat très difficile quand même. Et est-ce que justement, alors l'autre citation que vous mettez en exergue, ça sera ma dernière question, William, c'est Alberto Manguel, grand Alberto Manguel, qui dit que plus que toute autre création humaine, le livre est le fléau des dictatures. Est-ce que c'est aussi votre message, c'est-à-dire est-ce que vos livres permettent d'éduquer en effet, mais est-ce que c'est le paravent idéal, le contre-pouvoir idéal contre une dictature? Moi, je pense que oui, Croyez parce encore. il va rester là, il est là, il est accessible à tout le monde qui voudrait le lire. Si les gens le lisent attentivement, ils vont se dire, bon, de ces parties, de ces côtés-là, il n'y a rien à chercher. Cherchons dans notre côté parce que celui-là, il est épuisé et regardez le résultat. Et donc, je l'ai fait en pensant à ça vraiment. Je me suis dit, bon, puisque je ne peux pas parler à tout le monde en parent, au moins, le livre est là. Il est conseillé de le lire, notamment pour ceux qui croient encore, ou simplement pour ceux qui n'ont jamais cru non plus, mais qui voient comment ça peut se passer et comment on peut arriver et comment on peut en arriver là. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. En fait, j'avais deux autres questions. Ça va être terrible de vous quitter, William, hein. Euh, mais après, promis, Oui, mais je vois qu'on a dépassé déjà, oui, on est promis, pardon. 8h11. Ça fait 1h30 quand même. Hein, Ah, oui, je sais. Mais c'est le rôle de votre mère, parce qu'elle est importante aussi dans ce roman-là, et vous la remerciez en fin d'ouvrage aussi. Et je crois qu'elle était déjà apparue dans un autre livre, dans un autre de vos livres. oui, à chaque fois, ouais. J'aimerais que vous nous parliez d'elle, et peut-être qu'on pourrait terminer la rencontre sur ça. Ma mère, la pauvre, elle s'est fait piéger, évidemment, par la Révolution, par mon père, par sa jeunesse, par son inexpérience. Elle s'est laissée emporter un peu par ce qu'elle pensait qui était la chose la plus merveilleuse. Elle n'a pas voulu quitter le pays, toute sa famille a quitté le pays sauf elle, et elle est restée après prisonnière de ce pays. Mais elle m'a eu. Et donc, au moment où après, on ne pouvait plus quitter le pays, et surtout parce qu'elle n'avait pas l'autorisation de mon père avec lequel elle a divorcé. Mais elle a toujours eu, elle était enseignante, professeure de littérature, mais aussi journaliste, et elle m'a dit, elle m'a toujours à la maison expliqué les choses, la version contraire de la version publique, officielle du régime. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle me disait, attends, regarde, dis ça, mais pense à ça, ça, ça. Avant, c'était comme ça, dans un autre pays, ça s'est passé comme ça. Et donc, elle avait une culture, malgré sa jeunesse, parce que quand la révolution est tombée, elle avait 15 ans, mais elle avait une culture de ce qui n'était pas vrai. Et elle a eu le courage de me la transmettre en comptant sur ma discrétion. Parce que si j'étais un enfant qui allait raconter ce qu'elle me disait, je l'enfonçais, elle et moi. Donc finalement, elle m'a fait confiance. Et c'est ça que je la remercie éternellement. Je ne sais pas si par inconscience aussi, mais je crois que après tout, elle m'a fait confiance et elle m'a toujours montré les revers de la médaille, c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas. Et c'est grâce à elle quand même que quelque chose de plus important, mon amour pour la littérature. Parce qu'elle, mes châtiments étaient lire à haute voix Balzac, Flaubert, etc. pendant 2 heures contre le mur. Voilà comment on me châtiait, on me punissait chaque fois que je faisais une bêtise. Je lisais à haute voix Les Rouges et le Noir de Stendhal, Papa Goriot, etc. Tout ça par cœur. Il fallait que pendant 2 heures, et qu'elle m'entende de loin et que je ne m'arrête pas. Voilà. J'aurais pu détester la littérature, mais j'ai pris de mon goût que finalement, je restais volontiers 2 heures à lire à haute voix contre le mur tous ces grands classiques de la littérature mondiale, et ça, je lui dois aussi. Une belle punition. Je ne sais pas pour qui, pour moi en tout cas, ça a payé à la fin. Il est temps de vous remercier. Merci infiniment C'est moi pour qui remercie tous. le discours, William. Merci Emmanuel, évidemment, et Justine. Je suis ravi de vous avoir découvert et d'avoir découvert votre univers et ce que vous en disiez.
C'est un très grand livre et j'espère qu'il aura une très belle vie parce il mérite vraiment le meilleur. Vraiment. Merci beaucoup, Anthony, et on se voit au Festival du Livre de Nice. Exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, Emmanuel. Merci. Et Justine, notre technicienne. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci encore. Au revoir, Emmanuel. Au revoir, à bientôt. À bientôt.